Bonjour chers internautes, je suis Michel Lux, bienvenue sur ma chaîne Matrix Diabolicum. Alors dans la présente vidéo, je vais aborder l'épisode 2 du pouvoir de création de la conscience. Avec d'autres expériences étranges qui laissent penser que la conscience semble bien dotée du pouvoir de création ou à tout le moins d'une capacité de percevoir d'autres réalités. Alors, je vais commencer par ce qu'on appelle les caissons d'isolation sensorielle. Alors, qu'est-ce que c'est? Caissons d'isolation sensorielle, également appelés tanks de flottaison, ont été inventés en 1954 par le neuropsychiatre John Lilly, L-I-2-L-Y, dans le cadre de recherches sur la conscience humaine. Ils utilisent, alors, à l'origine, l'idée c'était d'utiliser trouver moyen de couper le cerveau de tout stimuli extérieur pour essayer de comprendre comment il allait réagir, coupé de tout stimuli extérieur. Voilà. Ce type d'expérience a d'ailleurs débouché dans les années 80 sur un film de fantastique qui s'appelait Au-delà du réel, joué par Ken Russell, qui jouait le rôle d'un chercheur qui avait décidé donc d'expérimenter ces caissons dans le cadre d'expériences en relation aussi avec des hallucinogènes. Donc je vous laisse découvrir ça sur internet, c'était pas mal comme film d'ailleurs. Alors ce chercheur, donc Lilly, il a noté des états altérés de conscience dans ces caissons d'isolation sensorielle. Et donc il a rapporté des hallucinations visuelles et auditives, des sensations de dissociation, perception d'entité ou de présence abstraite. Voilà. Donc, et par la suite, d'autres chercheurs ont trouvé, et de multiples personnes, ont trouvé ces mêmes impressions dans les caissons d'isolation. C'est d'ailleurs devenu une activité récréative qui existe toujours à l'heure actuelle d'ailleurs. Donc beaucoup de gens, même seulement après 15 minutes de privation sensorielle, ils font état d'hallucinations visuelles et auditives. Voilà. Des revues comme celle des différentes expériences mentionnent des sensations donc, de sortie du corps. Un certain Christophe Koch, K-O-C-H, lors d'une session de questions à Singapour, a décrit une expérience mystique avec des sensations d'élévation spirituelle et unité cosmique de profonde connexion à l'univers. Ça revient souvent dans les expériences hors du corps. Personnellement, en tant que chrétien, je décourage parce qu'on a accès, pour moi, à l'astral, et l'astral directement accessible à l'humain. On a plutôt affaire à des démons, souvent. Enfin bon, pas toujours, heureusement, mais c'est dangereux. Enfin voilà. Alors, de nombreux utilisateurs, par exemple sur Reddit, notent donc des hallucinations visuelles intenses, formes, couleurs, visages, paysages abstraits, musique bizarre, sons bizarres, etc. Même dès 20 minutes, 15 à 20 minutes de privation sensorielle. Donc pareil, des sensations de sortie hors du corps, des sensations de renaissance, de mort symbolique, de renaissance, de voyage dimensionnel. Voilà. Et ce qu'il en est pour les questions d'isolation sensorielle. Alors, je note aussi, alors je vais parler aussi d'une autre expérience, donc qui est l'expérience des miroirs de Kozyrev. Vu de l'extérieur, ça n'a rien à voir, et pourtant, les résultats donnent des choses similaires à ce qu'on trouve dans les caissons d'isolation sensorielle. Fin décembre 1990, dans la petite ville de Dixon, située à l'extrême nord de la Sibérie, une équipe de scientifiques russes installe un dispositif très étrange dans un laboratoire secret. Leur invention est un miroir de Kozyrev, c'est un cylindre en aluminium poli en forme de spirale, inspiré des travaux controversés d'un astrophysicien soviétique, Nikolai Kozyrev.
Mais très vite, l'expérience bascule dans l'inexplicable. Les scientifiques se sentent mal, oppressés, et ils ont la sensation d'être observés. Et puis, les témoins qui se placent au centre du miroir en spirale rapportent voir des choses étranges. Les instruments électroniques s'affolent et des phénomènes beaucoup plus inquiétants surviennent. En fait, pendant les semaines où ils mènent leurs expériences, c'est comme si quelque chose capable d'altérer leur réalité était en train de se manifester. Exactement, qu'est-ce que c'est qu'un miroir de Kozyrev ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas des miroirs en verre, ce sont des structures en aluminium poli, des structures spiralées, c'est-à-dire des cylindres qui reproduisent une spirale, des cylindres qui sont plus hautes qu'une personne. Bon. Et donc on rentre à l'intérieur d'une spirale faite donc, de murs en aluminium poli, et à l'intérieur de ces cylindres, de ces spirales, il se passe des choses. Alors le principe, selon Kozyrev, l'aluminium agirait comme un écran qui reflète, concentre le flux du temps vers le centre de la spirale. Effet recherché, créer un espace où la densité du temps est modifiée, ce qui, selon ces théories, permettrait d'accéder à des informations provenant du passé, du futur ou de lieux distants. Alors, quels ont été les résultats des expériences ? Vision, divisions diverses, sensations corporelles inhabituelles, impression de sortie du corps, perception d'événements lointains dans le temps et dans l'espace, perte de la notion du temps. Certaines personnes qui disaient y avoir été quelques minutes, elles en sont sorties en fait au bout de plusieurs heures, ou inversement. État de calme profond. Alors ces travaux s'inscrivent dans un courant intellectuel plus large en Russie qui s'appelle le kosmisme russe, qui explore l'interconnexion entre la conscience humaine et le cosmos. Donc déjà l'idée d'expérimenter la conscience était déjà présente chez les Russes. Voilà. Alors, des personnes, donc, dans ces expériences qui ont eu lieu entre les années 80 et 90 à Novosibirsk, entre autres, en Arctique, pôle Arctique, ils ont aussi, certaines personnes affirment avoir assisté à des événements historiques. Par exemple, à l'époque de Gengis Khan, elles auraient été comme projetées dans une autre époque. Ils ont vu des symboles lumineux aussi. Ils avaient l'impression aussi, ils voyaient des ombres humanoïdes aussi. Ils avaient l'impression d'être espionnés par des entités. Et ces entités leur ont parlé d'ailleurs, paraît-il. Dans ces fameux miroirs, dans ces structures spiralées, des tentatives de transmission d'informations mentales ont eu lieu, ce qu'on appelle du remote viewing, entre plusieurs expérimentateurs, à des distances considérables. Alors, il paraît qu'ils ont relevé des taux élevés de réussite ou de télépathie. Donc télépathie, de transport d'informations diverses. Certains résultats physiologiques, comme des variations du rythme cardiaque, ont été enregistrés aussi, également. Voilà. Vous m'excusez, je coupe mon téléphone parce qu'ils viennent me faire un petit appel. Allez, je coupe, voilà. Donc, interprétation proposée par les chercheurs. Ils ont avancé des hypothèses très spéculatives. Par exemple, l'accès à des champs d'information non locaux, possibilité d'interagir instantanément avec différents points du temps et de l'espace, interaction entre conscience et cosmos facilitée par l'appareil. Ça, c'est ce qu'ils pensaient. Alors évidemment, le reste de la science n'a pas tellement accepté ces résultats. D'abord, ils ne prenaient pas au sérieux Kozyrev dans cette théorie. Les expériences n'ont pas été reproduites de façon indépendante et validées par des revues scientifiques reconnues. Beaucoup de scientifiques considèrent l'ensemble comme de la pseudo-science basée sur des témoignages anecdotiques. Bon, témoignages quand même assez étranges, globalement. Je vous renvoie sur une vidéo qui est de la chaîne Sylar, S-Y-L-A-R-T, qui est bien faite, qui parle de cette expérience de Kozyrev de façon plus précise, plus détaillée. Vous verrez, c'est très bizarre.
Voilà, alors, résumé, donc il y a bien eu des expériences réelles, principalement en Russie, années 80-90, reposaient sur des idées, bon, pour la science actuelle, non orthodoxes sur le temps et la conscience. Des phénomènes subjectifs intéressants ont été rapportés. Aucune preuve solide qu'il existe un phénomène physique nouveau. Bon. Donc, à suivre. Alors, on a maintenant aussi ce qu'on appelle les visions partagées sous ayahuasca. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ayahuasca? C'est une plante, c'est une liane de l'Amazonie, duquel on tire des potions, d'ailleurs, où il n'y a pas que de l'ayahuasca, il y a essentiellement de l'ayahuasca, mais pas que, et qui permettent d'avoir des visions. Alors, en Occident, on s'imagine que chacun fait son trip avec ses visions, chacun personnelles. En fait, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Il y a ce qu'on appelle des visions partagées. Plusieurs participants disent avoir vu des motifs, des entités ou des scènes identiques. Un chaman décrit une vision que d'autres affirment avoir eue. Des visions seraient coordonnées, par exemple utiles à la chasse ou à la guérison. C'est-à-dire que les chasseurs amazoniens, ils se servent de l'ayahuasca comme une espèce de réalité virtuelle en informatique qui leur permet de simuler des scènes de chasse sans avoir les risques évidemment encourus. C'est bizarre, hein? Voilà. Alors, dans les sciences humaines, on parle plutôt de convergence d'expériences, d'imagerie culturelle partagée. Ça, c'est l'interprétation occidentale. Donc, comme je vous dis, lors de sessions rituelles d'ayahuasca, menées par un chef, des groupes de chasseurs entraient dans ce qui est décrit comme une expérience visionnaire commune. Ces visions étaient censées améliorer leur capacité de chasse et leur coordination. Les participants buvaient ensemble, chantaient, le chant du chef guidait l'expérience. Voilà. Donc on suppose qu'il suffit que le chef guide l'expérience pour qu'ils aient vraiment les mêmes visions, les mêmes vues, etc. Les mêmes sons, les mêmes visions. Ça me paraît un peu bizarre quand même. Alors, je vous renvoie sur un ouvrage récent qui s'appelle Global Ayahuasca, qui explore justement ces expériences et souligne que les expériences sont façonnées par le cadre social et symbolique. Elles peuvent être contradictoires l'un d'un contexte à l'autre. L'idée d'une vérité visionnaire universelle est contestée. Ouais. Alors, il faut savoir, par exemple, dans mon livre, Matrix Diabolicum, je relate une expérience faite par l'ethnobotaniste Romuald Le Terrier. Ce monsieur, donc, dans une séance de prise d'ayahuasca, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil depuis tout à l'heure et ça m'énerve. Alors, sous ayahuasca, donc, ce monsieur a fait le témoignage suivant. À un moment, donc, après avoir pris cette plante, il se voit aspiré par une espèce de vortex qui s'est présenté devant lui dans le sol. Il était aspiré dans le vortex et aussitôt après, il a vu un des autres expérimentateurs dans sa vision le suivre dans ce vortex. Bon, voilà ce qu'il avait vu dans sa vision. Et le plus bizarre, c'est qu'à la fin de l'expérience, quand ils avaient fini donc d'expérimenter cette plante, ils se sont racontés ce qu'ils avaient vu. Et donc Romuald Le Terrier raconte, voilà, j'ai plongé dans ce vortex et tout, et je suis passé devant toi et je t'ai vu. Et puis le gars l'a dit, oui, je sais, je t'ai suivi directement après dans le vortex. Donc, vision partagée. Extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà. Alors, qu'est-ce que dit la science cognitive neuroscientifique là-dessus? Les visions résultent d'une forte activation des zones visuelles et mémorielles du cerveau. L'imagerie mentale peut devenir plus intense que la perception réelle. Le phénomène est lié notamment à l'activité sérotoninergique, c'est-à-dire liée à la sérotonine. Voilà. Les visions sont bien corrélées à des processus neurobiologiques individuels. Pas de preuve d'un mécanisme de partage. Je ne sais pas ce qu'il leur faut. Enfin bon, évidemment, ils prennent les témoignages, ils ne prennent pas au sérieux les témoignages. Bon.
Des travaux sur la connectivité cérébrale montrent aussi une augmentation de la complexité et de l'entropie des réseaux fonctionnels, c'est-à-dire une modification en quelque sorte des réseaux de neurones du cerveau. Interprétation proposée par les chercheurs, facteurs culturels, donc, symboles appris, serpent, jaguar, esprit, etc. Attentes communes, langage rituel. Bon, ça c'est vrai de gens de la même culture, mais quand on a des gens des occidentaux qui expérimentent aussi les mêmes choses, ça commence à devenir bizarre. Synchronisation sociale, chant, ambiance, suggestion, narration, post-expérience qui influencerait les souvenirs des autres participants. Bon. Alors, certaines formes géométriques aussi seraient universelles sous psychédélique. Pourquoi seraient-elles universelles sous psychédélique? Bon. Ouais. Enfin, ça, c'est donc l'explication officielle. Alors maintenant aussi, donc, je vais passer sur une autre thématique qui est le projet conscience globale, que j'aborde aussi dans mon livre. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet conscience globale? Des chercheurs s'étaient aperçus dans les années 90 que des générateurs de nombres aléatoires, c'est-à-dire des machines qui créent des nombres hasardeux, on s'en sert par exemple dans des expériences en physique, étaient influencés par l'état émotionnel de certaines personnes, et plus le nombre de personnes était dans un état émotionnel important, c'est-à-dire par exemple un groupe, un concert par exemple, ou un événement où il y a beaucoup d'émotions en général, et ces générateurs, plus il y avait cette charge émotionnelle, plus les résultats des nombres sortaient de l'épure du hasard. Voilà. Donc ils ont eu l'idée de répartir au début 70 générateurs un peu partout dans le monde, et ils se seraient aperçus par exemple, ils auraient enregistré quelques heures avant les attentats du 11 septembre, par exemple, un pic émotionnel grâce à ces appareils. Voilà. C'est un des résultats qu'ils revendiquent dans ce type d'expérience. Alors, ça a été critiqué, bien sûr, on a dit oui, mais vous êtes arrangé pour faire cadrer le timing de l'expérience avec la réaction de l'appareil, ce qu'on appelle le cherry picking en anglais. Alors pour ça, il y a une nouvelle version depuis les années 2020, en particulier en 2026, une nouvelle version de ce projet qui s'envisage de faire passer de 70 à 4000 générateurs de hasard répartis dans le monde. Et les capteurs sont plus sensibles, transmettent des données en temps réel via une infrastructure cloud. En 2026, l'accent est mis sur la visualisation des données en direct, permettant au public de voir les fluctuations de la conscience globale sur une carte interactive mondiale. Alors, maintenant, ils ont enregistré quand même, dans certains événements, des déviations très importantes par rapport au hasard. Ce qu'ils appellent par exemple une probabilité de 7 sigma sur certains événements marquants. 7 sigma, c'est une variable utilisée en statistique. Et 7 sigma, ça correspondrait à une chance sur 1 milliard au hasard, ce qui est très peu, évidemment. Alors, les pics de corrélation les plus forts ont été enregistrés lors d'événements provoquant une émotion collective intense, funérailles de célébrités, grands concerts de rock, grands moments, catastrophes naturelles ou majeures, attentats, etc. Alors, les axes de recherche actuels, 2024-2026, le projet ne se contente plus de dire « il se passe quelque chose », il essaie désormais de comprendre comment ça fonctionne. Effet de distance. Les chercheurs étudient si la proximité géographique d'un événement influence la force de l'anomalie sur les capteurs locaux. Hypothèse du champ de cohérence. Ils explorent l'idée que la conscience humaine n'est pas confinée au cerveau, mais agit comme un champ capable d'interagir avec des systèmes physiques autour d'eux, comme par exemple le générateur de hasard. Une branche intrigante du projet étudie même maintenant si les systèmes vivants, comme les forêts par exemple,
projet Interconnectivity, réagissent de la même manière que les machines lors des crises mondiales. Donc en fait, ils instrumentent sur les arbres. Alors malgré cette modernisation, le projet reste fermement dans le domaine de la parapsychologie pour la science officielle et n'est pas validé par la physique mainstream. Bon, vous vous doutez. Alors, donc les critiques pointent justement ce phénomène de cherry picking, sélection des données qui arrange la théorie, c'est-à-dire qu'il faut cadrer le moment où ça arrive avec les statistiques, avec le pic de l'appareil. Ouais. Mais maintenant, ils ont pris en compte, dans le nouveau projet, ils ont pris en compte ces critiques. Vous allez voir. Alors, au cœur du projet, désormais, le générateur de nombres aléatoires de 4000, au final 4000 générateurs de nombres aléatoires. Alors vous pouvez regarder ça sur le site officiel qui est gcp2.net. Alors, interprétation des couleurs sur ce site, en bleu-vert, le réseau se comporte de manière aléatoire, donc c'est le bruit normal de l'univers. Quand vous avez sur la carte du jaune-orange, une légère tendance à la cohérence commence à émerger, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir les cerveaux commencent à être perturbés par quelque chose. Et quand c'est en rouge, une anomalie statistique majeure est en cours. C'est-à-dire qu'en fait, les cerveaux humains enregistrent un événement impressionnant. Ce que les chercheurs appellent un moment de conscience globale. Alors, étude récente sur l'effet des méditations de masse. Une étude majeure vient d'être publiée en janvier 2026 concernant l'impact des méditations collectives. J'en ai parlé aussi dans d'autres, dans le premier épisode aussi, de cet effet, dans la vidéo sur les égrégores, pardon, où je parle des méditations collectives, justement, les effets sur l'environnement des méditations collectives. Alors là, on a notamment un monsieur qui s'appelle Joe Dispenza qui fait ce genre de choses. Alors, la découverte, les chercheurs ont observé une synchronisation significative entre les capteurs situés sur le lieu des rassemblements et le reste du réseau global. Comme si la méditation collective à un endroit précis influençait toute la conscience globale planétaire. Voilà. Et donc, dans cette expérience, on peut devenir... Donc, maintenant, tout le monde peut participer à cette expérience et peut même abriter chez lui un générateur de hasard. Le projet n'est plus réservé au laboratoire, il peut se faire chez chacun d'entre nous. L'objectif final donc reste d'atteindre 4000 capteurs. Alors, maintenant, les travaux actuels menés par Dean Radin, donc un collègue à Roger Nelson, qui était le chercheur originel du projet Conscience Globale, tente de trancher un grand mystère. L'Institut des sciences noétiques, Institute of Noetic Science, c'est une organisation américaine assez unique, fondée en 1973 par l'astronaute Edgar Mitchell, le 6e homme à avoir marché sur la Lune. L'Institut se situe à la frontière entre la science rigoureuse et l'exploration de la conscience humaine. Mitchell a créé cet institut après avoir vécu une expérience de conscience universelle, un effet de vue d'ensemble lors de son retour de la mission d'Apollo 14. Alors, la question que se pose cet institut, par exemple, c'est est-ce que la conscience influence physiquement les machines, par exemple, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la psychokinèse, c'est-à-dire faire bouger des objets ou modifier des objets par la conscience. Ou est-ce que les machines ressentent en quelque sorte un événement juste avant qu'il n'arrive, provoquant une déviation statistique par anticipation? Alors, le saviez-vous, me dit l'intelligence artificielle, certains chercheurs du projet explorent maintenant une piste encore plus insolite, donc ça je vous en ai déjà parlé, l'installation de capteurs sur des arbres pour voir si le monde végétal réagit aux émotions humaines collectives de la même manière que des circuits électroniques. Alors, pour corriger les faiblesses du passé et répondre aux critiques et devenir beaucoup plus scientifique, le projet a fait peau neuve, ne se contente plus de collecter les données, il a radicalement transformé sa méthode. Alors, règle d'or, l'hypothèse préenregistrée.
La critique principale était donc le cherry picking, le fait qu'on choisit après coup le moment exact d'un événement pour qu'il colle aux statistiques. Donc ça maintenant, plus question de ça. En 2026, chaque événement analysé, pour chaque événement, les chercheurs doivent désormais publier à l'avance l'hypothèse et les fenêtres de temps exactes à l'avance sur une plateforme publique. Si une anomalie arrive 10 minutes après la fin de la fenêtre prévue, elle est officiellement comptabilisée comme un échec. Ça élimine toute manipulation humaine des résultats. Et malgré tout, donc, ils enregistrent quand même des résultats positifs, c'est-à-dire des influences de la conscience. Voilà. Alors, donc l'ancien réseau faisait 70 capteurs, comme je vous disais, ce qui était trop flou. Le passage à 4000 rend donc le réseau beaucoup plus professionnel, beaucoup plus fiable. La triangulation géographique, on peut désormais vérifier si une émotion collective née à Paris, par exemple, fait réagir plus fortement les capteurs en France qu'au Japon. La réduction du bruit, avec autant de sources de données, les fluctuations aléatoires individuelles s'annulent, laissant apparaître ce que les chercheurs appellent le signal de cohérence avec une clarté inédite. L'une des grandes nouveautés de ces dernières années est le lien fait entre les machines et le corps humain. Protocole physiologique. En parallèle des générateurs de nombres aléatoires, le projet synchronise désormais des données issues de milliers de personnes portant des capteurs de cohérence cardiaque. L'objectif, c'est de prouver que lorsque le cœur d'un grand nombre de personnes se synchronise, lors d'une méditation par exemple, collective, les machines situées à proximité réagissent simultanément. On cherche ici la preuve biologique du phénomène. Voilà. Alors, hypothèse du champ de cohérence contre précognition. En 2026, le débat scientifique au sein du projet s'est affiné. Les chercheurs comme Dean Radin utilisent des protocoles de double aveugle automatisés pour répondre à une question cruciale. Est-ce que nous influençons le futur par notre émotion ou est-ce que nous ressentons simplement le futur? Ce qui fait que nous synchronisons juste avant l'événement. Les nouveaux algorithmes d'IA analysent des séquences de chiffres pour détecter des micro-signatures qui diffèrent selon que l'effet est causal, c'est-à-dire action sur la machine, ou prédictif, c'est-à-dire issu de la conscience. Bon, le projet reste une science frontière, mais il dispose aujourd'hui d'un arsenal technologique qui rend ses résultats beaucoup plus scientifiques et beaucoup plus difficiles à rejeter d'un simple revers de main. Alors, l'un des résultats les plus solides, publiés depuis début 2026, porte sur une série de 15 méditations collectives de guérison. Le protocole, une tour de 40 capteurs, donc de générateurs de hasard, a été placé directement sur le lieu des méditations, tandis que le reste du réseau, environ 1000 capteurs à l'heure actuelle, était dispersé dans le monde. Le résultat, les chercheurs ont observé une corrélation significative, moins d'une chance sur 1000, entre les capteurs locaux et le réseau mondial uniquement pendant le moment de méditation. Une chance sur 100, pardon. En dehors de ces moments, les deux réseaux se comportent de manière totalement indépendante. Donc, dès qu'il y a la méditation, les chercheurs observent une corrélation significative entre les capteurs locaux et les autres capteurs. Qu'est-ce que ça implique? Ça suggère que l'intention focalisée crée un champ qui ne se contente pas d'agir localement, mais semble synchroniser les systèmes physiques à l'échelle de la planète. Donc, conscience globale. Alors, couplage avec la cohérence cardiaque. En 2025-2026, l'intégration des données biologiques a permis une percée. Les données montrent une synchronisation entre les pics d'anomalies des machines, générateurs de hasard, et les moments où une masse critique de participants atteint un état de cohérence cardiaque, c'est-à-dire rythme cardiaque régulier et apaisé, d'un nombre important de personnes. Conclusion provisoire, l'effet sur les machines ne semble pas être causé par la pensée intellectuelle, mais par un état émotionnel régulé. Plus le groupe est cohérent biologiquement, plus l'anomalie sur les générateurs de nombres aléatoires est marquée. La validation par les données, monde réel. Alors, Internet et marché. Alors, ils ont fait des expériences sur les marchés financiers.
Une étude transversale récente a croisé les données donc, de ce projet avec les tendances de recherche Google, les indices de volatilité des marchés financiers. Résultat, les chercheurs ont trouvé que les fluctuations du réseau du Global Conscience expliqueraient environ 1% de la variance des marchés boursiers mondiaux. On dirait, ça semble peu, mais en finance, c'est une corrélation statistiquement exploitable qui suggère que le réseau capte une sorte de tension ou de calme collectif qui précède ou accompagne les mouvements économiques. Voilà, donc c'est quand même assez étonnant. Alors, le docteur Dean Radin et son équipe ont testé si les résultats étaient dus à une influence sur la machine ou à une intuition des chercheurs. Résultat actuel, mars 2026, les premières analyses des microsignatures des données suggèrent que l'effet est mixte. Une partie du signal semble être une pré-réponse, c'est-à-dire les machines réagissent quelques secondes avant l'événement, tandis qu'une autre partie ressemble à une influence causale directe au moment du pic émotionnel, c'est-à-dire directement liée à la conscience, enfin, ou à l'effet humain en tout cas. Voilà. Donc actuellement, les scientifiques commencent à être un peu plus attentifs à ce type de projet. Donc ça a quitté la parapsychologie et ça a quitté les expériences peu de sérieux. Maintenant, c'est venu dans vraiment le champ de la science mainstream. Un peu plus en tout cas. Pas complètement, loin s'en faut, mais les scientifiques commencent à se dire il y a quelque chose, il se passe des choses. Parce que même en éliminant les erreurs procédurales du passé, les effets sont toujours ressentis. Donc, c'est étonnant. Les déviations observées ne sont plus le fruit d'une sélection humaine après l'événement, elles sont réelles et persistent malgré une rigueur mathématique accrue. Voilà. Par contre, bon, il y en a quand même qui disent que même avec 4000 capteurs, le réseau est si vaste qu'il finit par autogénérer des corrélations fallacieuses. Bon. Il y en a toujours pour dire que ça ne marche pas. Mais il y en a qui commencent quand même à s'ouvrir sur ce domaine. Une minorité de physiciens théoriques s'intéresse aux résultats de ce projet sous l'angle de l'intrication quantique macroscopique. Ils explorent l'idée que la conscience et la matière pourraient être deux facettes d'une même réalité sous-jacente. Théorie de l'ordre implicite, de David Bohm. Le camp des neurosciences. Alors, la majorité des neuroscientifiques maintiennent que la conscience est un produit local du cerveau. Pour eux, les succès du projet sont des coïncidences ou des artefacts de mesure. Bon. Les dissidents, une nouvelle génération de chercheurs, par contre, de plus en plus nombreux, étudient la cohérence de groupe. Ils s'appuient sur les résultats du projet pour suggérer que nos cerveaux ne sont pas des entités isolées, mais des émetteurs-récepteurs qui s'influencent mutuellement via des champs électromagnétiques très faibles, créant une sorte de Wi-Fi biologique géant. Émergence d'une troisième voie, la science de l'information. C'est là qu'on touche peut-être à la matrice. En 2026, un nouveau consensus semble émerger. Et si c'était ni de la magie, ni de la physique classique, mais de la théorie de l'information. C'est-à-dire l'idée que l'univers est sous-tendu par une forme d'informatique très évoluée, issue de, on ne sait pas où, qui. Enfin, moi j'ai une idée, mais que j'expose dans le livre. L'idée est que l'univers est fondamentalement constitué d'informations. Un événement mondial majeur créerait une surcharge d'informations qui saturerait le tissu de la réalité, provoquant des bugs ou des alignements dans les systèmes aléatoires, donc comme les générateurs de hasard. Alors, résultat, donc pour les sceptiques, c'est du bruit statistique interprété avec un désir de croire. Pour les physiciens quantiques, c'est une preuve possible de l'intrication non locale de l'esprit et de la conscience. Pour les spécialistes de la science de l'information, c'est un outil fascinant pour mesurer l'humeur globale du monde et qui peut déboucher donc sur une explication d'ordre informationnel au sens physicien du terme.
Alors pourquoi est-ce important aujourd'hui? Le projet n'est plus vu comme une simple curiosité New Age. Certains analystes en gestion de crise et géopolitique commencent à regarder les données de ce projet comme un baromètre de tension mondiale, prédictif, un peu comme on surveille la pression atmosphérique avant une tempête. Alors, moi j'y ai vu un rapprochement avec les égrégores. Allez voir ma vidéo sur les égrégores. J'ai posé la question donc à Grock. Il m'a dit oui, on peut effectivement voir dans les résultats récents de ce projet une forme de validation empirique de l'idée d'égrégore. C'est-à-dire, alors je rappelle ce que c'est qu'une égrégore. Ça serait une entité psychique autonome, enfin, qui peut aller à l'autonomie, une forme pensée collective nourrie par les émotions, les intentions d'un groupe. Plus ce groupe est important et cohérent, c'est-à-dire bien centré sur un objectif, plus l'égrégore est puissant, durable et capable d'influencer en retour les individus qui font partie de l'égrégore, mais aussi le monde qui les entoure, comme dans le cas des méditations dont on a expérimenté qu'en fait qu'elles calmaient les événements locaux, par exemple, comme les baisses de criminalité dans certains lieux. Je vous renvoie à ma vidéo sur les égrégores. Voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Voilà, donc on s'aperçoit en fait que les machines du projet ont des gros pics pendant les phases de méditation, de grands groupes. Hein. Ça je vous l'ai déjà dit. Alors, comme il dit, ça colle assez bien avec l'aspect des égrégores. Un groupe relativement petit mais très cohérent suffit à produire un effet détectable à l'échelle planétaire. Voilà, comme je l'avais dit. L'effet se propage au-delà du lieu physique, suggérant une entité ou un champ qui n'est plus strictement localisé. Boucle de rétroaction. Si le groupe maintient la cohérence, le signal devient plus structuré. L'égrégore se renforce et pourrait influencer en retour. Mais actuellement, le projet n'est pas encore à mesurer cet effet de retour. Hein. Voilà. Donc, alors évidemment, il y a des limites et controverses, comme toujours. Ça reste du domaine parapsychologique, mais ça commence à s'inscrire dans la science. Et donc, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir une preuve relativement scientifique de l'existence des égrégores. Ça ressemble à une validation expérimentale, en tout cas, de l'existence du fonctionnement des égrégores. Voilà. Eh bien, écoutez, j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, si c'est le cas, ben, vous mettez les pouces, hein, comme d'habitude. Mettez-moi des commentaires. Moi, j'aime bien répondre à des commentaires. Et puis, ma foi, je vous laisse réfléchir à cette étrangeté de la conscience créatrice. Voilà, et je vous renvoie mon livre, donc Matrix Diabolicum, que vous trouverez encore sur Internet à 18,90 € en papier et je crois 6,80 € en format informatique, Kindle. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.